Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de notre podcast consacré à la santé mentale en entreprise. Pour celles et ceux qui ont déjà écouté les 2 premiers épisodes, nos voix vous sont désormais familières. En revanche, pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, nous vous proposons une rapide présentation. Je m'appelle Catherine Follietta. Et moi, Sophie Lafly. Nous sommes toutes les deux psychologues et travaillons comme spécialistes en réinsertion professionnelle à l'Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud. Au cours des 2 premiers épisodes, nous avons abordé le thème de la prévention en se focalisant sur les actions à mettre en place pour favoriser une bonne santé mentale. Pour les 2 prochains épisodes, nous vous proposons d'aborder la question de la détection, c'est-à-dire de savoir reconnaître les signes de souffrance psychique chez un collaborateur ou une collaboratrice et comment aborder le sujet avec la personne concernée. Pour répondre à ce défi, nous avons interviewé un responsable d'une grande entreprise et d'une PME. En tant que psychologue, ma collègue et moi sommes habitués à parler de santé mentale. Mais ce n'est pas simple d'aborder ce sujet au travail. On peut avoir peur d'être intrusif, maladroit, mais aussi appréhender la réaction de l'autre, voire dépasser ses compétences. D'un autre côté, la personne en souffrance peut redouter le jugement des autres, l'isolement au sein de son équipe, la perte de son travail ou le fait de ne pas pouvoir accéder à des postes à responsabilité dans le futur. Le tabou entourant la question de la santé mentale en entreprise est important et concerne souvent tant l'employeur que l'employé. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Brice Lementec, responsable du service aux collaborateurs et collaboratrices au sein des transports publics de la région lausannoise. Les TL jouent un rôle significatif dans le développement économique et social de la région. Ils comptent pas moins de 1800 employés pour soutenir leur service à la clientèle qui constitue le fondement de leur activité. Dans une entreprise de cette envergure, comment peut-on rester attentif à la détresse des employés ? Comment aborder ces questions délicates ? Et plus largement, comment former les responsables ? Bonjour, Monsieur Lementec. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots votre parcours de formation professionnelle ? Alors j'ai une formation d'ingénieur, mais j'ai très vite baigné dans le monde du management, du terrain. J'ai été confronté assez vite d'ailleurs à des situations de détresse psychologique lors de stages en entreprise. Je me souviens notamment d'un chef de production qui pleurait dans son atelier parce qu'il n'arrivait pas à suivre les cadences dans le milieu de l'automobile. Et ça m'a beaucoup marqué, et ça m'a inspiré pour m'orienter vers le soutien, le suivi des gens en difficulté, donc soit dans des rôles de management de grands groupes, soit désormais dans le rôle du responsable du service aux collaborateurs au transport de Lausanne, où je m'occupe des enjeux de santé et également des enjeux d'environnement, d'espace de travail et de soutien à nos équipes. Je trouve ça intéressant de savoir qu'on peut avoir une formation de base dans un tout autre domaine, mais on peut s'intéresser petit à petit à cette question. Complètement. Donc moi, cette formation m'a donné et m'a apporté un côté systémique dans l'approche des problèmes, mais j'ai aussi beaucoup appris au contact des personnes, notamment dans des situations de management. J'ai appris beaucoup sur le terrain, appris aussi dans certains cas de mes erreurs, mais c'est vrai que c'est possible de s'orienter vers le domaine de la santé. Je crois que tout le monde est capable de le faire à condition d'oser quelque part aborder ces sujets. Entrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que les TL se sont organisés pour répondre à ce défi de la santé mentale au travail, la question de la souffrance psychique chez les collaborateurs des transports publics lausannois ? Alors, en amont du sujet de la détection, nous allons vraiment pleinement aborder ensemble. Nous avons beaucoup d'approches sur le domaine de la prévention, avec différents ateliers qui sont proposés pour nos équipes, que ce soit les équipes de management ou les collaborateurs et les collaboratrices concernés. À titre d'exemple, nous faisons des ateliers autour de la cohérence cardiaque. Nous avons également une semaine orientée vraiment sur le domaine de la santé-sécurité. Et il est vraiment du rôle et de la responsabilité des managers de participer à ces ateliers, de les relayer à leur équipe. Nous avons aussi une équipe dédiée, une équipe qui se constitue de 3 personnes aujourd'hui. Une plutôt en liaison sur la partie absence, une autre sur le traitement des cas particuliers, une autre plutôt orientée projet. Et puis nous avons également des relais très forts avec nos partenaires, dont l'assurance invalidité, mais également le médecin du travail, différents experts, une personne de confiance en entreprise, pour aborder des situations plus compliquées. Nous essayons toujours de travailler dans un climat de transparence et bien sûr en confidentialité des situations que nous devons gérer. Donc ça, c'est un peu le tableau global avec un axe prévention et puis aussi un axe que je comprends aussi de
de formation des managers, des responsables d'équipe pour détecter justement la souffrance psychique? Comment est-ce que vous formez vos responsables à cette question? Alors, nous donnons effectivement plusieurs formations managers de manière globale autour des enjeux de santé. Nous avons depuis plusieurs années une politique de santé que nous avons développée avec un institut spécialisé pour sensibiliser aux différents risques, dont les risques psychosociaux. C'est une formation qui est obligatoire pour l'ensemble des managers et qui est réalisée en général dans leur première année d'entreprise. Et puis l'idée est que les managers concernés puissent se sentir à l'aise de faire des entretiens de prévention avec leurs équipes, mais également des entretiens de bilan en cas finalement de difficultés plus poussées, et de les mettre vraiment en situation de réaliser les feedbacks et l'écoute qui va aussi avec pour capter les signaux d'alarme et avoir une discussion ouverte sur ces problématiques. J'ajoute qu'en 2022, nous avons vraiment voulu cibler sur les risques psychosociaux dans leur ensemble, avec une campagne pour l'ensemble du management sur le harcèlement psychologique et sexuel, les conflits et le risque de burn-out. Nous avons enfin, pour certains métiers plus spécialisés, notamment dans le domaine de l'exploitation, une formation qui est vraiment centrée sur le risque de conflit. Et nous avons 2 actions particulières. D'abord, une formation sur le stop raisonnable pour les équipes du terrain qui sont confrontées à des risques d'agression ou d'incivilité à minima, mais également une formation en psychologie d'urgence pour les managers d'exploitation en cas d'agression ou d'accident grave avéré, qui permet de prendre en charge les victimes avant d'avoir un relais par les personnes plus spécialisées. Puis j'aimerais enfin vous dire 2 choses complémentaires. D'une part, c'est que nous allons profiter de la journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre prochain pour proposer des ateliers spécifiques pour l'ensemble du management de nos collaborateurs sur les problématiques psychiques. Et enfin, à titre personnel, avec mon équipe, nous avons eu la chance de nous former aux premiers secours en santé mentale avec la formation ENSA. Qu'est-ce que c'est que cette formation ENSA? Alors ENSA, c'est une adaptation suisse du programme australien Mental Health First Aid, pardonnez mon accent, qui est un cours qui a été lancé en 2019 par la fondation suisse Promenta Sana, avec le soutien de différentes fondations. Et le but est de permettre vraiment de gérer les situations de personnes qui ont des difficultés psychiques dans son entourage, que ce soit professionnel ou personnel, le plus tôt possible avant que les situations finalement ne deviennent excessivement difficiles à gérer. Et vous, est-ce que vous avez déjà remarqué les bénéfices de la formation des responsables? Alors oui, nous avons vu effectivement les bénéfices de cette formation. Aujourd'hui, les managers peuvent vraiment réaliser eux-mêmes les entretiens préventifs ou de bilan de manière assez naturelle lorsqu'ils ont des doutes sur l'état psychique d'un membre de leur équipe. Ils n'hésitent pas à faire ces échanges. Et puis surtout, ils sont beaucoup plus réactifs quand ils sont confrontés à une situation tendue. Ils n'hésitent pas non plus à faire appel aux spécialistes sur une situation de risque psychosocial avant finalement que la situation ne dégénère. Et ça, c'est capital pour pouvoir vraiment agir au bon moment sur les situations rencontrées. Et ça nous permet notamment de mettre en place les mesures appropriées, de travailler notamment avec vous, l'assurance invalidité, très en amont, éviter d'être dans un cas qui finalement est difficilement récupérable, ou avec le médecin du travail, la personne de confiance, pour mettre en place les meilleures mesures sur les cas rencontrés. Nous avons rappelé en début d'année à tous les managers de vraiment adresser les risques liés aux enjeux psychosociaux, notamment la charge de travail. La surcharge de travail est un enjeu qui peut générer lui-même des difficultés, surtout dans des contextes de développement comme nous avons dans notre entreprise. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est bien ancré comme pratique managériale, mais qui peut encore se renforcer. En termes de bénéfices peut-être plus concrets, moi j'ai eu le plaisir d'échanger avec un manager qui m'a dit un jour, ben voilà, moi j'ai fait cette formation sur les psychosociaux, puis aujourd'hui j'ai vraiment appliqué ce que j'ai pu voir, notamment travailler avec mon équipe pour identifier les sources d'usure, les ressources, et puis finalement, ensemble, les leviers sur lesquels on pouvait agir. Je crois me rappeler que vous me disiez que ce responsable me disait, mais j'ai aussi pu appliquer ces conseils à moi-même, en fait. C'était aussi prendre soin de soi, en fait. Voilà, il a commencé d'abord par s'appliquer cette logique à lui, et ensuite, il a vraiment pris le chemin de le déployer au sein de son équipe, ce que je trouve très important, parce que finalement, on a, en tant que manager, toutes et tous, un devoir d'exemplarité. Il y a ce qu'on dit, mais il y a aussi ce qu'on véhicule, et c'est très important de finalement de véhiculer ce qu'on a envie de faire passer dans ses équipes.
Concrètement, c'est quoi ces signes auxquels on peut être attentif quand on voit un collaborateur qui va moins bien? Déjà, je voudrais vous dire que toutes les émotions négatives ou tous les symptômes ne veulent pas forcément dire qu'on a un problème ou qu'on a un trouble psychique. Il faut en rester conscient. On peut tous avoir un moment, un état de détresse psychologique, de la tristesse, de la tension, qui sont liées à des situations de vie ou des situations professionnelles difficiles. Ça fait partie de finalement nos réactions adaptatives normales. Par contre, il y a des signes qui, dans la longueur, peuvent s'éterniser. Et puis c'est là où il faut commencer à s'inquiéter. C'est là aussi, c'est important de vraiment connaître ces équipes pour voir comment ils fonctionnent. Il y a des comportements naturels qui sont OK en soi. Et puis par contre, si finalement ils s'éternisent, là, je dirais attention, il faut vraiment agir. Je vais vous donner quelques exemples. Une personne discrète dans son équipe qui progressivement va s'isoler, c'est quand même inquiétant. Si elle essaie de se faire oublier complètement. Ou au contraire, quelqu'un qui est des fois un peu réactif, un peu irritable, qui du coup se met en colère systématiquement pour tout ou rien, qui voit tout négativement. Ou encore une autre qui manquait un peu de confiance en elle, que vous encouragez, mais qui d'un coup a vraiment tendance à se dévaloriser. C'est important de connaître son équipe, c'est important de connaître comment elle fonctionne pour réagir. Bien évidemment, il y a des signes physiques qui peuvent interagir également. Mal de dos, mal de nuque, des problèmes digestifs, les troubles du sommeil qui restent quand même un élément révélateur, pour autant que la personne en parle dans le cadre de son milieu professionnel, ce qui n'est pas toujours évident. Puis enfin, je voudrais vous dire que, attention, on a souvent des détections de problèmes de santé par rapport à des absences répétées, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Je pense en particulier au risque de burn-out. Souvent, les gens qui sont sujets à un burn-out sont super engagés et sont déjà en souffrance de ne plus finalement réussir à atteindre leur objectif. Et là, elles vont vouloir en faire encore plus. Elles se sentent un peu dépassées, les ressources leur manquent, et du coup, elles vont avoir tendance à faire des heures supplémentaires, à augmenter leur travail, à augmenter le nombre de mails, voire les envoyer le dimanche ou pendant les vacances. Et là, il faut aussi vraiment se méfier quand la personne en est à ce point-là. Et donc, quand vous avez pu identifier ces signes, comment est-ce qu'on peut évoquer la situation problématique avec la personne en souffrance? Il faut vraiment oser aller vers elle, oser aborder la personne sans être intrusive, et également, je dirais, dans un climat de confiance. Et la confiance, comme on dit, ça se gagne. Ça se gagne comment? Ça se gagne déjà en prenant certaines précautions. La première, c'est de respecter la sensibilité, la personnalité de son collègue, de la personne qu'on manage. Qu'elle ait vraiment l'impression finalement d'être respectée dans son identité sans se sentir jugée. Il y a un cadre de protection finalement pour cela à établir en tant que manager, donner une sécurité émotionnelle qui favorise l'échange, qui permet aux gens d'oser d'être ce qu'ils sont et du coup d'oser également agir. Il ne faut pas tomber non plus dans le biais inverse de surprotéger ou de décider de la place de la personne, bref, de l'infantiliser, mais il faut vraiment l'amener à se mettre en mouvement. Je donnerai peut-être quelques aspects peut-être plus pratiques et concrets. Ne pas hésiter à sortir du cadre habituel du bureau du chef, et pourquoi pas un échange dans un café, ou en tout cas dans un endroit plus approprié pour pouvoir s'ouvrir. Ne pas hésiter non plus à partager ses expériences personnelles ou une situation vécue dans son entourage, comment elle a été abordée. Parce que finalement, on est tous plus ou moins à risque d'être à un moment confronté à une situation de tension psychologique. Il faut en tout cas rester conscient que les difficultés psychologiques sont moins palpables, moins légitimes souvent, en tout cas perçues comme moins légitimes que les maladies physiques, parce qu'on ne voit pas exactement tout de suite qu'il y a un problème. Et puis, vous l'avez dit, je crois également, il peut y avoir un fort sentiment de culpabilité des personnes qui sont touchées, avec le fait en particulier qu'il est plus difficile pour elles de performer. Il peut y avoir aussi une forme de déni. Donc il faut vraiment remettre tout ça dans un contexte de santé. Autoriser le fait qu'un mal psychique, c'est aussi important qu'un problème physique et qu'il faut le soigner. Il faut prendre le temps de soigner les choses. Un burn-out, ce n'est pas forcément une faiblesse, bien au contraire, souvent ça arrive des personnes engagées, surinvesties et très attachées à leur entreprise. Concrètement, est-ce que vous auriez un exemple d'une fois où vous avez dû aborder un collaborateur, où vous sentiez quelque chose qui n'allait pas aussi bien que d'habitude? Alors un jour, mon équipe m'a parlé d'un collaborateur avec qui j'avais travaillé il y a quelques années, en évoquant que le fait que cette personne n'était pas très en forme. Et puis de mon côté, je venais juste de finir la formation premier secours en santé mentale de ENSA. Et puis, je connaissais vraiment bien cette personne. J'avais une image de quelqu'un de toujours enthousiaste, très positif, avec plein d'idées très créatives. Puis ça m'a vraiment interpellé de savoir que cette personne n'allait pas bien.
Et du coup, j'ai proposé à mon équipe de faire l'entretien autour d'un café. Le fait d'avoir fait cette formation m'a vraiment permis, je pense, de poser des questions plus précises sur comment la personne se sentait au fond d'elle. En fait, je pense que je n'aurais pas forcément osé les poser par pudeur et par respect, mais ça aurait été sans doute une erreur qui nous aurait empêché d'aller un peu plus loin dans le côté profond des difficultés. J'ai aussi surtout pu me sentir à l'aise de faire part de mes émotions et en particulier mon inquiétude, ma tristesse, de savoir la personne dans cette situation. Puis le fait d'ouvrir de cette manière l'entretien, l'échange, ça a vraiment permis d'ouvrir des portes, d'aller au fond des choses. Et je me suis rendu compte, à ma grande, finalement aussi surprise, que la personne n'était pas juste pas bien, mais qu'elle avait une très grande souffrance, qu'elle avait pris énormément sur elle de la dissimuler jusque-là, mais pendant, je pense, des semaines, voire des mois. Et ça lui prenait aussi énormément d'énergie. Il y avait en fait tout simplement une raison conflictuelle qui était liée à ça dans l'équipe et qui n'avait pas été traitée suffisamment tôt jusque-là. Le fait d'évoquer les choses ensemble de cette manière a permis à la personne de se prendre en charge d'un point de vue médical d'une part, ce qui a permis aussi d'éviter une absence qui se prolonge sur plusieurs mois, mais aussi surtout d'adresser le sujet à la ligne hiérarchique pour traiter les facteurs organisationnels autour du problème. Je me permets d'insister sur le fait vraiment de prendre les conflits suffisamment tôt pour éviter une situation de ce type. Il y a différentes choses qui peuvent être tout à fait mises en place, comme la médiation entre les personnes, ou également se reposer sur des soutiens comme la personne de confiance dans une situation comme celle-ci. Puis j'aimerais enfin en profiter pour vous rappeler un chiffre que vous connaissez peut-être, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, je le partage très volontiers, c'est qu'aujourd'hui, on estime que 57% des incapacités de travail d'origine psychique sont déclenchées par des conflits sur le lieu de travail. C'est nettement plus, par exemple, que le stress lié au surmenage. Merci pour ce partage. Donc, de manière générale, quelles sont les mesures qui sont mises en place ou peuvent être mises en place lorsque la situation psychique d'un collaborateur se dégrade? Alors le premier élément à faire, c'est vraiment d'échanger avec la personne concernée, soit par le manager, soit avec l'appui des spécialistes de santé, et puis d'identifier si la problématique majeure est d'ordre professionnel, privé, c'est pas toujours si simple, des fois les deux sont liés. Si des facteurs professionnels sont identifiés qui impactent l'état de santé, il faut vraiment prendre les mesures appropriées. J'en ai cité quelques-unes, la médiation en cas de conflit, l'adaptation de la charge de travail notamment. Il faut aussi et surtout vérifier si le collaborateur est pris en charge par un professionnel de la santé mentale et proposer des orientations si ce ne devait pas être le cas. En cas de souffrance psychique, il faut vraiment accompagner la personne tout au long du processus, lui permettre de maintenir un lien avec l'entreprise, l'aider à mobiliser ses ressources professionnelles et personnelles pour faire face à la situation. Pour cela, je vous le disais, nous travaillons avec la personne de confiance, le médecin du travail, différentes assurances pour favoriser une prise en charge complète. Enfin, pour favoriser le retour à l'emploi, avec une reprise progressive, nous proposons au transport public de Lausanne des missions adaptées en cas d'absence dans différents services de l'entreprise qui permettent progressivement à la personne de retrouver son activité et de reprendre confiance dans ses capacités. En cas de situation exceptionnelle, j'aimerais en parler peut-être très rapidement, notamment les incidents de personnes qui peuvent arriver dans notre domaine. Il y a vraiment un accompagnement psychologique à mettre en place, je dirais après l'événement, mais aussi les semaines qui suivent, il faut rester attentif à l'évolution de l'état de santé de la personne concernée. Il y a déjà pas un moment de choses qui est mis en place au sein des transports publics lausannois, mais est-ce que vous pensez qu'il y a encore une marge de manœuvre, une marge de progression aussi par rapport à ce que l'entreprise a mis en place? Je pense que nous pouvons toujours travailler sur les facteurs organisationnels et les process. C'est important de bien poser les rôles et responsabilités dans une équipe ou entre équipes. Je constate que ça peut être souvent source de conflits qui pourraient être évités par une meilleure clarté des responsabilités de chacune et de chacun. Il faut vraiment encourager aussi les managers à s'autoriser à ne pas faire certaines choses pour prioriser, notamment, je vous le disais, dans un contexte de développement, donc faire parfois un peu moins mais mieux, et montrer l'exemple aussi comme manager en ce sens. Il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur dans une équipe, c'est la capacité de faire du feedback. Ce n'est pas toujours facile pour un manager de le faire à un collaborateur ou un collaborateur à son manager, mais je remarque que ce n'est pas encore suffisamment pratiqué entre collègues. Finalement, ne pas oublier qu'un feedback, c'est un cadeau. Et se faire un feedback entre collègues au bon moment, ça évite bien des situations qui pourraient ensuite dégénérer.
Qu'est-ce que vous diriez à un autre employeur qui hésite à s'investir dans la question de la santé mentale en entreprise? Le premier message, c'est vraiment d'oser sortir du tabou de la santé mentale. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas tout de suite la situation, comme une jambe cassée par exemple, qu'il n'y a pas derrière une grande souffrance ou tout simplement une maladie. J'aimerais citer une enquête que vous avez sans doute vue également, le baromètre des conditions de travail 2023, fait par l'organisation faîtière Travail Suisse, qui montre clairement que l'épuisement professionnel est au plus haut actuellement chez les travailleurs, qu'il y a une proportion croissante d'entre eux qui souffrent de charges de travail et de stress excessif. C'est vraiment une raison pour laquelle, en tant qu'employeur, on doit s'inquiéter sur le marché de l'emploi, puisque finalement, de plus en plus de personnes vont quitter ou risquent de quitter leur entreprise à cause d'un travail trop stressant. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment prendre la santé mentale, finalement aussi sous un angle de performance en tant qu'employeur, pour agir avant que les gens partent, avant que les gens soient dans des états où finalement la charge de travail se reporte aussi sur les autres. N'hésitez pas enfin à vous investir avec les experts avant que les situations deviennent critiques. Je pense à l'assurance invalidité, mais également médecins ou aux autres experts spécialistes de santé au travail. L'investissement que vous mettrez dans ces sujets sera toujours largement supérieur au risque de ne rien faire. On a tous et tout à gagner à avoir des employés en bonne santé, satisfaits et engagés. Merci, Monsieur Lemontec, pour votre partage d'expérience et puis tous les éléments que vous avez pu apporter aujourd'hui. On espère que ça pourra avoir un impact sur d'autres employeurs. Merci à vous. Dans cet épisode, nous avons exploré les défis et les solutions pour soutenir la santé mentale en entreprise. De la détection des signaux d'alerte à la mise en place de mesures de soutien, nous avons découvert des pratiques essentielles pour créer un environnement de travail sain et prospère. Investir dans la santé mentale au travail est non seulement une responsabilité sociale, mais aussi une stratégie clé pour assurer le bien-être des employés et la réussite à long terme de l'entreprise. Dans le prochain épisode, nous continuerons d'explorer le thème de la détection des difficultés psychiques en milieu professionnel, mais cette fois-ci à travers le regard d'un responsable d'une PME. Rendez-vous le mois prochain. En attendant, restez à l'écoute et prenez soin de vous.